Vous êtes de retour à On n'est pas du monde avec James Langlois à l'animation. Je suis accompagné par Nicolas Derome, Ariane Beauferré et Romain Martini pour discuter des origines de la vie. On a parlé avant la pause des différentes théories qui pourraient expliquer l'origine de la vie, aussi comment les premières réalités vivantes se sont constituées. J'aimerais qu'on se penche plus avant maintenant sur la question épineuse de l'évolution. Avant la théorie de l'évolution de Darwin, c'était quoi les principales écoles sur l'origine de la vie, sur comment la vie s'est transformée? Ah, ça, on peut. Moi, j'aimerais remonter. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité. Les premières conceptions de. En fait, je dirais, dès le départ, pour le dire d'une manière plus humoristique, on peut imaginer que les hommes préhistoriques avaient également besoin de mettre de l'ordre dans tout ce qui les entourait, mais avec des objectifs très précis. En gros, la biodiversité qui les entourait, pour eux, il était important de savoir ce qui se mangeait et ce qui ne se mangeait pas. Ce qui était bon pour eux et ce qui risquait de les empoisonner. Donc, c'est vrai, comment? c'était, les premières motivations, c'est de comprendre le vivant qui nous entoure avant même de parler de notion d'évolution. Donc finalement, l'être humain a d'abord fait de la taxonomie. Et quand on moins regarde... l'empaillage, peut-être? Ouais, taxidermie, Pardon, c'est vrai, taxidermie. Ouais. Et donc avant finalement d'essayer de comprendre que la biodiversité évolue, on pensait tout simplement que c'était fixe, ça avait toujours été comme ça et que ce serait toujours comme ça. Et d'ailleurs, la pensée chez les philosophes grecs, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu des courants fixistes, notamment avec Platon, Aristote, où c'était vraiment avec une vision d'échelle des êtres. Donc la biodiversité était figée et il y avait une échelle de complexité. Et bien évidemment, moins parfaits, exactement, et plus les organismes étaient complexes et plus ils étaient haut dans la hiérarchie, avec bien sûr l'espèce humaine au sommet, vu que c'est purement anthropocentrique. Mais paradoxalement, il y avait aussi des courants transformistes à cette même période. Donc là, on est à peu près 400, 300 avant Jésus-Christ, Aristote, Platon. Et il y avait un philosophe qui les a précédés, Héraclite. Alors lui, il avait une vision totalement différente. Il faut dire qu'il avait vécu les guerres ioniennes, etc. Donc une vie assez éprouvée. Et pour lui, finalement, c'était le chaos qui gouvernait le monde, qui gouvernait tout. Et donc, la biodiversité ne pouvait pas être stable, ne pouvait pas être figée parce que, encore une fois, le chaos régnait. Mais finalement, cette idée a été complètement aplatie par la philosophie aristotélicienne et Platon, qui, eux, voyaient, Platon d'ailleurs a développé l'idée d'essentialisme, c'est-à-dire que ça s'opposait au nominalisme, c'est-à-dire que les espèces existaient par elles-mêmes. Et ce n'étaient pas des espèces parce que l'homme avait décidé que ce serait telle ou telle espèce. Et il faut attendre un autre philosophe qui s'appelle Anaximandre, qui est moins connu, mais qui, lui, avait été sans doute un des premiers à avoir une vision transformiste, on va dire ordonnée. Héraclite, c'était le chaos, tout partait, c'était le hasard, le chaos, la foudre. En fait, ce qu'il disait, la foudre gouverne. Transformisme, on comprend l'idée que, dans le fond, la biodiversité se transformerait. C'est ça. Les organismes sont capables d'accumuler des changements et donc d'évoluer et puis éventuellement de donner naissance à différentes lignées qui elles-mêmes vont continuer de changer au cours du temps. Ce qui ressemble à la théorie un peu de l'évolution. On y arrive, mais on va voir qu'il y a eu des allers et retours finalement au cours de l'histoire. Donc Anaximandre, lui, pensait que les organismes, les animaux aquatiques étaient apparus en premier et que les animaux terrestres dérivaient des animaux aquatiques. Donc là, il y avait vraiment une vision de transformisme. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, il faut que je vérifie sur une note. C'est un philosophe romain, Lucrèce, qui lui va plus loin dans le transformisme parce que c'est un philosophe-poète et dans ses poèmes, il a écrit un poème justement on pourrait dire un poème sur l'évolution où il parle des espèces et le destin des espèces. Et
Et il dit très explicitement que certaines espèces finalement n'ont pas eu de descendants, ont disparu parce que elles n'étaient pas assez fortes, alors que d'autres, par leur ruse, par leur intelligence, par leur vitesse, par leur force, ont réussi à mieux se reproduire, à eu plus de descendants. Donc là, non seulement on a l'idée de transformisme, mais on a l'idée de sélection naturelle et d'adaptation. Et je ne pourrais pas ne pas faire de détour par un saint très connu que j'affectionne particulièrement, qui est saint Augustin d'Hippone, qui en fait était un scientifique, un érudit C'est un aspect scientifique. de lui qu'on connaît moins, en fait. Oui, il était, et donc il a écrit une exégèse de la Genèse, où il s'interroge justement sur le récit de la création et il essaye de retrouver, de trouver une logique et d'en retrouver les arguments dans ce qu'il observe. Lui, par exemple, il observait beaucoup des poissons dans des bassins, j'imagine, à l'endroit où il habitait. Et bref, il faisait d'autres observations sur les animaux, les insectes. Et finalement, il a développé l'idée comme quoi les êtres vivants dérivaient les uns des autres. Comme s'ils étaient finalement, comme s'ils avaient une potentialité d'évoluer. Donc là, on a vraiment un sentiment fort. On voit qu'un chrétien, un saint, ne voyait aucune contradiction entre le récit de la Genèse et l'évolution. Mais qu'est-ce que Darwin a dit de nouveau à ce moment-là, si toutes ces personnes avant avaient presque mis la table? Absolument, mais sans doute que les écrits de ces personnes ont été compris plus tard. Ou oubliés aussi, des fois. Oubliés, oui. Il y a également un philosophe musulman, alors je vais sûrement... Averroès? Al-Shahiz, Okay. je vais peut-être mal prononcer. Alors là aussi, comme saint Augustin d'Hippone, on est un peu plus tard, on est en 700, 800 après Jésus-Christ. Saint Augustin, je crois, c'est 300 après Jésus-Christ. Ouais. Où lui, il a écrit le livre des animaux. En cours, je le présente parce qu'il y a des très très belles gravures en couleur. Enfin, c'est très très beau. Mais bref, lui avait... donc j'imagine de manière très indépendante de saint Augustin et des philosophes grecs, il avait réalisé que les animaux pouvaient évoluer avec la sélection naturelle, s'adapter, etc. Donc de manière peut-être indépendante, il avait aussi développé le modèle du transformisme. Et après, en fait, on va avoir un trou, en tout cas dans la civilisation occidentale, un trou pendant le Moyen-Âge. Et à la Renaissance, ça va commencer à remonter avec Pierre Belon. Pierre Belon qui a développé l'anatomie comparée et donc qui a réalisé que quand on comparait des squelettes entre les oiseaux, il a écrit le livre des oiseaux, il comparait les squelettes d'oiseaux avec les squelettes humains et il se rendait compte qu'au niveau de l'organisation, il pouvait faire la correspondance entre les pièces osseuses. Et donc, l'anatomie comparée aurait dû être très tôt une évidence pour démontrer l'évolution et le transformisme, parce que ça saute aux yeux que, en ayant les plans d'organisation face à soi, on voit bien la relation entre eux. Mais à cette époque, à nouveau, il y avait peut-être une crise ou une régression dans l'histoire des idées, dans l'avancement des idées, si je peux dire. Et il faudra attendre finalement le XVIIIe siècle. Alors, même avant Darwin, je connais davantage l'école française avec les grands biologistes. Alors, on a eu Buffon avant Lamarck. On va arriver à Lamarck, mais avant Buffon qui... Parce qu'à l'époque, c'est ça. Pourquoi les idées d'évolution, finalement, avaient du mal à prendre place? C'est qu'on imaginait, et là, c'est l'influence de la Bible, c'est qu'on pensait que la Terre avait quelques milliers d'années. 4000 ans à peu près, entre 2 et 4000 ans. Ce qui fait que d'imaginer que la biodiversité allait évoluer sur un si rapidement, c'était pas possible. C'était inconcevable. Mais Buffon a émis l'hypothèse que en fait, la Terre serait 100 fois plus ancienne. Donc là, ça laisse davantage place à la mise en... mettons, à l'idée de mécanisme d'évolution. Mais il y avait une dualité, là encore, à nouveau, entre les transformistes et les fixistes, avec une autorité des fixistes très importante, notamment avec Cuvier.
Donc Cuvier, ce sont tous des biologistes qui étaient à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. Et Cuvier, lui, faisait de la paléontologie. Pourtant, il avait découvert les fossiles, il comparait des fossiles d'éléphants avec les squelettes d'éléphants actuels, mais il n'admettait pas l'idée d'évolution. Pour lui, peut-être qu'il était très imprégné de la vision biblique, il imaginait qu'il y avait des catastrophes. Et il en a recensé 13 catastrophes. Alors c'est quoi une catastrophe? Il y a toute une biodiversité qui va s'éteindre brutalement. Alors ça marche, on peut se dire, ah oui, les dinosaures, ça marche. Il y avait la faune du précambrien avant, boum, ça marche aussi. Mais là où ça nous pose un problème actuellement, c'est qu'après cette catastrophe, où toute la vie disparaît, la vie réapparaît. Mais elle réapparaît, on imagine, elle est créée, finalement, c'est la génération spontanée, Ouais. et on recommence jusqu'à la prochaine catastrophe. Et donc... Ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et non, c'est ça. Et donc, Buffon, lui, au contraire, avait une vision transformiste. D'autres biologistes spécialistes de l'anatomie comparée, alors il y a eu Geoffroy Saint-Hilaire, j'en oublie d'autres, toujours en faisant de l'anatomie comparée, ont développé la notion d'homologie de caractères, c'est-à-dire des caractères qui sont transmis par un ancêtre commun. Pour prendre un exemple, si je montre mon bras, finalement, c'est quoi son homologue chez l'oiseau? C'est l'aile. Chez le poisson, ça va être la nageoire pectorale. Et on imagine que ce membre a finalement, et la nageoire et l'aile de l'oiseau ont un ancêtre commun qui est un membre qui s'est développé et puis qui a donné, selon les lignées évolutives, différentes formes spécialisées. D'ailleurs, c'est paradoxal, notre membre chiridien est plutôt généraliste par rapport à celui de l'oiseau ou d'un cétacé, un dauphin. Et donc, en fait, c'est cette anatomie comparée comprise avec l'idée d'homologie de caractère et donc d'héritage, de transmission de génération en génération, que la théorie de l'évolution a commencé à se solidifier. Et Lamarck a été le premier, en fait, il a écrit avant Darwin. Lamarck a été le premier à proposer une théorie de l'évolution en comparant des fossiles de mollusques avec les mollusques actuels, où il a vraiment émis l'hypothèse que les organismes évoluaient au cours du temps, changeaient au cours du temps. Puis Darwin en est arrivé à la même conclusion, mais a ajouté 2 éléments importants qui sont le socle de la théorie de l'évolution moderne, c'est-à-dire que déjà, les relations de parenté ou plutôt la classification des êtres vivants devait refléter leur généalogie, autrement dit leur phylogénie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la transmission des caractères. Donc la sélection naturelle va avoir prise sur des caractères qui sont transmis de génération en génération. Donc, il ouvrait la porte vers l'évolution moléculaire moderne, mais il lui manquait cet outil pour pouvoir le prouver. Donc la théorie de l'évolution, c'est pas seulement le plus fort qui gagne, là, si je comprends bien. C'est plus une question en fait d'adaptation. Moi qui suis allé en Nouvelle-Zélande, il y avait un gros oiseau, mais sans ailes, là-bas, qui s'appelait le moa, plus gros que l'autruche encore, pour vous donner une idée, et qui était herbivore, qui mangeait des feuilles. Et cet oiseau a disparu parce que les Maoris, les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, l'ont chassé. Donc il a disparu depuis des centaines d'années, cet oiseau. Et on retrouve encore aujourd'hui, des centaines d'années après, des plantes en Nouvelle-Zélande qui ont une forme très bizarre, avec des feuilles toutes petites ou en épines, plein de ramifications, donc ce qui n'est vraiment pas efficace pour une plante pour récupérer de la lumière, etc. Et tout. Et en fait, cette complexité de ramifications de petites feuilles, c'est pour décourager le moa de manger cette plante. Donc, au départ, ça pourrait sembler être un désavantage. Je veux dire, ce n'est pas plus fort comme plante, dans le sens que c'est plus costaud. Au contraire, c'est des plus petites feuilles, c'est plus difficile. Mais si elle n'est pas mangée par le moa, elle va pouvoir se reproduire. Alors que les plantes qui n'ont pas de cette espèce, qui n'avaient pas développé cette mutation génétique de ramification de petites feuilles, ont été mangées par le moa. Et si on ne peut pas manger, on ne peut pas se reproduire. Mais c'est parce que les plantes, une question de temps, ont eu le temps de s'adapter à l'évolution. Plus les générations sont espacées, plus l'évolution est lente. Les bactéries évoluent très vite, ce qui est un problème. Elles résistent
très vite aux antibiotiques parce que les bactéries, ça se divise, je crois, ça dépend de la bactérie, mais des fois toutes les 20 minutes. Une plante, ça va être sur une saison, des fois sur plusieurs années, et un animal encore plus. Et on a un bel exemple toujours avec ce fameux moa. Son prédateur principal, c'était l'aigle de Haast, plus gros qu'un condor encore, le plus gros rapace qui ait jamais existé. Quand les Maoris ont éradiqué le moa, l'aigle de Haast se retrouvait sans proie et il n'a pas eu le temps de s'évoluer. Peut-être qu'il y a eu des essais-erreurs, mais qui n'ont pas été suffisants. Peut-être qu'il n'arrivait pas à digérer d'autres animaux que le moa et donc il a fini par mourir avec lui. C'est pour ça que dans la sauvegarde des espèces animales, chaque espèce est importante parce que si une espèce disparaît, on peut se dire « Ah, bah, j'aimerais bien que le moustique disparaisse, ce ne serait pas grave ». Mais non, parce que le moustique est une proie pour plein d'oiseaux et si une espèce disparaît, de nombreuses espèces peuvent disparaître aussi parce qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est ça le risque avec les changements climatiques, c'est que le climat, notre monde change tellement vite que certaines espèces, de nombreuses espèces, animales, végétales, n'auraient pas le temps de s'adapter assez vite et pourraient mourir. Là, est-ce que la théorie d'évolution de Darwin, est-ce qu'elle tient toujours la route aujourd'hui? C'est encore la théorie la plus admise ou quoi? Elle est, comment dire, elle jouit d'une autorité très, je dirais, très générale, mais beaucoup de découvertes plus récentes pourraient apporter des éléments complémentaires. D'autres y voient une réfutation de la théorie darwinienne, alors il faut toujours être prudent. Mais c'est ça qui est, je dirais, stimulant en science, parce que ce qui était vrai hier peut être faux aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Donc, il faut toujours faire preuve beaucoup d'humilité. La théorie darwinienne, elle a été, comment dire, elle a été chahutée, je dirais, même pendant le XXe siècle. Pourquoi? Tout à l'heure, on s'est arrêté avec la théorie darwinienne et puis je vous disais que l'avènement des outils moléculaires, la génétique, a permis d'aller vérifier, de tester justement ces hypothèses d'évolution par sélection naturelle permettant l'adaptation. Et beaucoup d'études valident cette hypothèse, mais il se trouve que pendant les années 60-70, on voulait tout expliquer. C'était vraiment l'influence de Ronald Fisher qui a établi ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire rallier la théorie de Darwin avec les connaissances en génétique, donc la génétique mendélienne, encore un catholique. Oui, parce que la découverte de l'ADN a changé un peu la donne dans tout ça. Oui. Donc la génétique, les lois de la génétique, et plus tard, on va arriver avec le séquençage de l'ADN pour vérifier les signatures que vont laisser dans l'ADN les événements de sélection. Et il se trouve qu'à une certaine période, dans les années 60, tout devait s'expliquer par la sélection naturelle. Alors on commençait à séquencer les génomes et on trouvait qu'il y avait énormément de variations, beaucoup de diversité génétique chez les populations d'organismes dans lesquels on séquençait pour essayer de comprendre la dynamique de ces populations et de voir si certaines allaient donner des espèces différentes, etc. On parle d'échelle d'évolution à court terme, et quand on comprend les mécanismes à l'œuvre à court terme, on peut faire des prédictions sur le long terme. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de diversité et ils n'arrivaient plus à émettre des hypothèses par rapport à la diversité qu'ils observaient. Et là, un biologiste moléculaire japonais, Moto Kimura, lui a formulé l'hypothèse que toute cette variation génétique que l'on observait, qui n'était pas vraiment compatible avec l'hypothèse de sélection naturelle, serait tout simplement de la diversité neutre. Et que par conséquent, dans l'évolution, on reconnaît actuellement 4 forces en évolution. Alors la première, on en a parlé au tout début de l'entretien, c'est que pour qu'il y ait de l'évolution, il faut qu'il y ait de la nouveauté, du changement. Donc la première force, c'est la mutation. Sans mutation, pas d'évolution. Ensuite, on a parlé avec Darwin de la sélection naturelle. Ça paraît très intuitif. Mais il se trouve que Moto Kimura a mis en évidence la force d'une autre force évolutive, l'existence d'une autre force évolutive, ce qu'il appelle la dérive génétique. Et la dérive génétique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la perte de diversité génétique, non pas parce qu'elle est mal adaptée, mais tout simplement parce que c'est le hasard et que certains individus n'ont pas l'occasion de se reproduire, pas parce qu'ils sont moins adaptés, tout simplement parce que c'est le hasard des rencontres.
et la migration. Et bref, donc, maintenant, on a une vision, on va dire, plus synthétique de la théorie de l'évolution. On l'appelle la théorie synthétique de l'évolution. Et avec les connaissances, nos capacités de séquencer l'ADN, de comprendre l'évolution des séquences d'ADN à court terme, à moyen terme et à long terme, on se rend compte que oui, la sélection naturelle ne fait pas tout. Il peut y avoir des changements qui sont liés vraiment au hasard. Par exemple, des événements géographiques importants, comme en Afrique, l'ouverture d'un rift, une faille, va couper des populations d'organismes en entités indépendantes qui n'ont plus la capacité d'échanger des allèles, de la diversité génétique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les deux entités vont évoluer de manière indépendante. Peut-être qu'elles ont la même niche écologique, qu'il n'y a pas de différence d'adaptation de quoi que ce soit, mais au hasard, certaines vont perdre tel ou tel variant génétique d'un côté, puis tel ou tel autre d'un autre dans l'autre population. Et à terme, les populations vont être génétiquement différenciées. Mais la sélection naturelle n'aura eu aucune prise. C'était juste lié à l'incapacité d'échanger du matériel génétique entre elles et la disparition progressive de variants génétiques au hasard par la dérive. Il y a un généticien athée du 20e siècle britannique, Anthony Flew, qui, lorsqu'il a découvert l'ADN, en fait, il a commencé à remettre en question l'existence de Dieu. En fait, ce qu'il croyait être la non-existence de Dieu, il est devenu théiste, pas chrétien, mais théiste. Donc, comme quoi, toutes les questions d'évolution aussi posent des questions métaphysiques en regard de l'existence de Dieu. On va prendre une pause, puis on va revenir en troisième segment pour se parler des liens entre la foi, l'Église et l'évolution.